Voilà, j'ai grand plaisir à accueillir ici Dan Sperber, qui va donc nous parler du thème que j'évoquais moi-même dans mon cours à l'instant. Dan Sperber, je suppose que la plupart d'entre vous le connaissent. Son œuvre est très considérable et touche des domaines variés, des disciplines variées. C'est un anthropologue au départ qui a publié plusieurs livres d'anthropologie, mais il a également, contribué à la linguistique à travers son travail avec Deirdre Wilson sur la théorie de la pertinence. Mais le domaine dans lequel il œuvre depuis un certain temps, c'est surtout la psychologie, et il a été un des responsables d'un gros projet ERC Synergie dans ce domaine, basé à l'université de Budapest. Donc son travail est très interdisciplinaire, c'est un pionnier des sciences cognitives, mais en fait je le vois fondamentalement comme un philosophe ayant contribué de façon majeure à plusieurs domaines, la philosophie des sciences sociales, la philosophie du langage, la philosophie des sciences cognitives, et ces idées très originales ont influencé beaucoup de monde, à commencer par moi-même. Et donc je suis particulièrement content de lui donner la parole maintenant. Bon, merci François, merci de ces paroles sympathiques. Donc en effet, je vais parler du sujet sur lequel François terminait son cours tout à l'heure, la confiance et la vigilance en matière d'acquisition de connaissances, de croyances, confiance et vigilance donc épistémique. En fait, un aspect important que j'aurais dû mettre dans le titre de l'exposé que je vais vous présenter porte sur l'argumentation qui est complètement à l'intérieur du thème général, mais ça méritait d'être souligné. C'est basé sur l'article que vous voyez tout en haut à droite avec un certain nombre d'auteurs, et en particulier avec Olivier Mascaro, qui est un psychologue du développement, qui a fait sa thèse avec moi sur le développement de la vigilance épistémique chez les enfants. Et ça a inspiré en grande partie une grande partie de mes travaux ultérieurs. C'est basé de façon plus lointaine sur le travail, sur la recherche faite avec Deirdre Wilson, qu'évoquait François, le livre Relevance, qui est paru en français sous le titre La pertinence dans une collection que dirigeait François. Et ça a été développé dans un travail en collaboration avec le psychologue Hugo Mercier, l'énigme of Reason, qui est donc paru aussi en français maintenant sous le titre L'énigme de la raison. Le problème général qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on agit en communiquant, et en effet je m'en tiendrai à la communication verbale, comment est-ce qu'on agit par la parole pour influencer les autres, pour influencer ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, et inversement, du point de vue du destinataire, comment est-ce qu'on réagit à ces façons qu'a autrui de nous influencer, souvent évidemment pour notre bien. Il y a plusieurs façons, il y a toute une littérature sur comment est-ce qu'on influence les autres, en psychologie sociale, dans la rhétorique, etc., qui se sert d'une distinction qui nous retiendra ici entre, d'une part, persuader au sens large, c'est-à-dire faire que les autres pensent ce que vous voulez qu'ils pensent, et puis deux façons de le faire plus spécifiques. L'une, persuader au sens étroit, et la persuasion au sens étroit dans cette littérature s'effectue par le moyen des émotions, on en appelle aux émotions du destinataire, et convaincre, qui est une forme plus noble, si vous voulez, de persuasion au sens large, mais là où on fait appel à la raison ou aux raisons. Outre ces formes de persuasion au sens large, il y a évidemment une façon beaucoup plus simple par laquelle nous amenons les autres à croire quelque chose que nous leur communiquons, et c'est simplement
excusez-moi, non, je passe. Une autre forme qui est simplement qu'on est en situation d'avoir l'autorité pour être cru. Si vous arrivez au Collège de France et que vous demandez à l'appariteur où est l'amphithéâtre Alvax, il vous dit vous passez par là, et vous acceptez complètement son autorité. Donc l'acceptation de l'autorité, ce n'est pas seulement l'autorité d'Aristote et des professeurs, c'est aussi l'autorité de vos enfants, de vos voisins, de l'appariteur, sur des questions sur lesquelles, évidemment, ils sont à même de vous répondre et il n'y a aucune raison de douter de leurs paroles. Oui, j'avais sauté là. Un des points que je ferai, c'est parmi les formes de la persuasion au sens étroit, qui font appel aux émotions. On peut distinguer, évidemment, c'est simpliste, mais pas inutile, une façon de persuader au sens étroit par la séduction et une autre de le faire par l'intimidation. On verra ça plus tard. Donc, de toute façon, apprendre d'autrui, c'est quelque chose que nous faisons tous et nous avons tous fait de façon essentielle. Aucun être humain ne pourrait devenir un adulte compétent sans avoir appris énormément d'autrui. Nous tenons une très grande part de notre savoir des autres. Et c'est vrai dans l'enfance, avec en effet l'acquisition des compétences de base, mais c'est vrai absolument au quotidien. Et dans la plupart des cas, les autres n'ont pas eu à nous convaincre. Nous avons accepté ce qu'ils nous ont dit de confiance. Ça ne posait pas de problème. Et la confiance est en effet un aspect fondamental et exceptionnel de l'interaction humaine. Les autres grands singes, nos cousins, ne sont pas du tout disposés à se faire confiance les uns aux autres comme les humains le font. Sarah Hardy, dans cet excellent livre qui est sur les rapports entre les mères, leurs enfants et des tiers, cite un exemple, mais je ne vais pas le reprendre. Une des choses remarquables, dit-elle, c'est que si vous prenez un ensemble d'êtres humains qui ne se connaissent pas, vous les mettez dans un avion serrés les uns contre les autres de façon inconfortable pendant des heures, ils sont plutôt gentils les uns avec les autres, ils s'aident, ils se parlent poliment et ils descendent à l'arrivée tous en bon état. Si vous remplacez ces êtres humains par des chimpanzés, à l'arrivée, ils sont tous blessés, sanguinolents, etc. Il y a des lobes d'oreilles qui traînent dans l'allée centrale. Mais imaginez, là, on pourrait dire la même chose de cette salle-ci. Si vous prenez un groupe de chimpanzés qui se connaît, tout va bien. Si on mettait le même nombre de personnes qu'il y a ici dans cette salle, des chimpanzés qui ne se connaissent pas les uns les autres, ils seraient en train de se taper dessus, de se bagarrer, ce ne serait pas drôle du tout. Or, la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas, je ne suis animé d'aucune intention négative à votre égard et je n'ai pas peur de vous. Voilà, donc la confiance, c'est cette confiance toute simple est un aspect essentiel de l'interaction humaine. Donc je vous passe la citation en anglais. Mais cette confiance est basée en même temps sur le fait qu'on est de façon toute simple vigilants les uns avec les autres, les uns vis-à-vis des autres. François évoquait cet exemple que nous donnons, si vous marchez dans la rue, vous pouvez le faire pour le plaisir. C'est pas oh mon Dieu, il faut que j'aille à tel endroit et je vais être obligé de marcher au milieu des autres. Non, pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt agréable. Mais en même temps, bien sûr qu'on regarde la trajectoire des autres, parce qu'il peut y en avoir qui sont inattentifs et qui vous vont rentrer dedans. Et puis on repère aussi s'il y a des gens qui sont un peu désagréables, agressifs, dont il vaut mieux ne pas s'approcher. Donc nous sommes spontanément à la fois confiants et vigilants, et notre confiance donc n'est pas absolue, elle n'est pas complètement naïve, et heureusement qu'elle ne l'est pas. Et notre vigilance, cela dit, n'est pas non plus de la méfiance. Vous marchez dans la rue, vous ne vous méfiez pas de tous les gens autour de vous. C'est plutôt une forme d'attention, de vigilance, d'attention à bas régime à ce qui se passe autour de vous, au comportement des autres, aux attitudes des autres, qui ne vous prend pas la tête, qui ne vous empêche pas de vous intéresser à ce qui vous intéresse, de prendre plaisir à être parmi eux, et qui en même temps, le fait que toutes les personnes autour de vous ont aussi ce même genre de vigilance à bas régime, est ce qui nous permet d'être confiants les uns envers les autres.
Donc si nous pouvons être confiants, c'est précisément dans ce sens-là, parce que nous sommes vigilants. Et là, ce dont je vous ai parlé, confiance et vigilance, c'est en général, non pas particulièrement dans le domaine épistémique dont nous allons maintenant parler. La confiance épistémique, qui est notre objet, il y a une observation à faire, c'est que les humains sont remarquablement confiants et plutôt disposés à croire ce qu'on leur dit. C'est simple, c'est comme ça. Il n'y a pas de, c'est une expérience que nous faisons tous les jours et qui ne pose pas de problème. Il n'y a pas de grand désaccord philosophique non plus là-dessus. Mais, question, est-ce que les humains croient automatiquement ce qu'on leur dit, sauf dans les cas où ils ont présenté à l'esprit des raisons de se méfier? Donc là, ce serait une vision par défaut, une vision ridienne, et je reprendrai tout à l'heure, je reviendrai dans un point de léger désaccord avec François sur la notion de par défaut, c'est une notion chronologique. Par défaut, ça vient de l'intelligence artificielle, ça vient des questionnaires qu'on doit remplir qui sont déjà remplis par défaut, et vous pouvez changer la réponse. Et c'est évidemment, le par défaut, c'est ce qui vient en premier et qui peut être annulé ensuite. Et quand François tout à l'heure évoquait la possibilité qu'il y ait à la fois une disposition à croire et une vigilance vis-à-vis du contenu qu'on croit, et qu'elle pouvait s'exercer simultanément, ce qui me paraît être en effet le juste modèle. Elle s'exerce à ce moment-là dans une interaction réciproque. On sort du modèle du par défaut et on sort du modèle ridien. Enfin, c'est des problèmes de détail sur lesquels je ne vais pas passer beaucoup de temps. Donc, première possibilité, les humains croient automatiquement ce qu'on leur dit, sauf dans les cas où ils ont présenté à l'esprit des raisons de se méfier. Ou bien est-ce qu'ils ont une confiance dans la mesure où ils ont raison d'avoir confiance? Et ça, c'est les deux hypothèses que François a développées dans son cours. Une hypothèse dite spinozienne ou spinoziste, l'autre cartésienne. Et ce qui me paraît évident, et ce qui je pense sera évident à la plupart des psychologues, c'est que c'est une fausse dichotomie, en ce sens que ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a toute une série de choses assez complexes entre ces deux possibilités. Et c'est quelque part entre ces deux possibilités, et des raisons qu'on a d'ailleurs de trouver l'une et l'autre assez intéressantes, qu'il faut chercher, si on s'intéresse comme psychologue ou comme sociologue, à ce qui se passe effectivement. Et il y a une rhétorique normale en philosophie, plus désagréable à mes yeux en psychologie, qui consiste à simplifier un problème en prenant deux positions complètement opposées, ce qui conceptuellement n'est pas une mauvaise façon de faire, en tout cas à un certain stade de la recherche, mais lorsque c'est utilisé comme le fait par exemple Daniel Gilbert, dont d'ailleurs la sœur est une philosophe fameuse, Margaret Gilbert, donc il a un autre accès à Spinoza de famille en quelque sorte. C'est ce qu'il fait lorsqu'il envisage ces deux possibilités et qui prend tout argument qui irait contre la position qu'il essaie de réfuter comme prouvant que la sienne est bonne. C'est un genre de rhétorique qui, dans les sciences empiriques, me paraît contre-productif. Bon, laissons. Ou bien, justement, il y a d'autres possibilités. D'abord, il y a cet argument évolutionnaire qui a déjà été évoqué contre l'hypothèse d'une confiance automatique qui tient aux risques et aux avantages de la communication. D'une part, pour les humains, la communication présente des avantages et des risques énormes. Le communiquer est avantageux pour des communicateurs honnêtes, mais peut l'être encore plus pour des communicateurs malhonnêtes si leurs interlocuteurs leur font confiance. Quand François évoquait l'instinct de véracité dont parlait Reid, comme au fond quelque chose qui, s'il se combine avec un instinct de crédulité, ça donne un bon équilibre, il n'y a aucune force de sélection, aucune pression sélective biologique plausible qui va rendre les gens véraces à un tel point. Il y a des tas de bonnes raisons aussi évolutionnaires, par exemple pour maintenir une bonne réputation, de préférer dire la vérité, toutes choses égales par ailleurs. Mais quand c'est fortement dans l'intérêt d'un individu de ne pas dire la vérité, soit en la travestissant un tant soit peu, soit en mentant de façon plus radicale, les pressions sélectives, d'un point de vue biologique, vont pousser évidemment vers l'action qui assurera sa fitness biologique. Et donc, il y aura au moins une minorité de personnes qui auront une attitude systématiquement
de non-véracité, à chaque fois que c'est leur intérêt, et pour tout le monde, et je pense que s'il y a des exceptions dans la salle qui sont tellement enclins à dire la vérité, ils le feront, levant la main. S'il y a des gens parmi vous qui n'ont jamais menti, qui ne mentent jamais, qui ne déforment jamais la vérité, qui disent toujours les choses comme elles sont, qui sont donc non seulement ont un instinct de véracité, mais ils sont complètement dominés par cet instinct, levez la main. Bravo. Voilà, nous avons une personne qui a survécu en dépit de cette véracité et de tous les inconvénients que cela comporte. Mais voilà, c'est encore mieux toujours dans les sciences empiriques si on n'a pas du 100%. Donc, de ce fait, du fait que la vulnérabilité que crée la communication, d'un côté, et de l'avantage qu'il y a pour des communicateurs dans des tas de situations à ne pas être véraces, de ce fait, la confiance automatique rendrait la communication instable. Pour que la communication se soit évoluée dans l'évolution biologique de l'espèce, pour qu'elle ait évolué de tas de façons différentes dans toutes les sociétés humaines, et il n'y a pas de société qui a renoncé à la communication. Donc pour qu'elle évolue et donc qu'elle soit installée de façon stable dans la façon d'être humain, ça fait partie de l'expérience humaine avec des tas de variations, d'effets culturels individuels, mais c'est très fondamental à la condition humaine. Pour que ce soit le cas, il faut que l'argument, que l'information, c'est l'argument que je développe, que l'information qui est communiquée soit d'une certaine façon filtrée. Ce n'est pas automatiquement parce qu'on vous dit quelque chose que vous l'acceptez et que vous agissez sur cette base-là. Et en effet, personne n'est dans cette situation d'acceptation automatique. Les enfants jusqu'à 4 ans, je parlais du travail avec Olivier Mascaro, s'en rapprochent. Il y a une crédulité qui n'est pas totale, mais qui est vraiment remarquable, même étonnante, chez des enfants jusqu'à l'âge de 4 ans. Puis vers les 4 ans, ils apprennent à la fois à devenir vigilants et à mentir. La simultanéité n'est pas surprenante. La vigilance épistémique, donc, n'est pas une méfiance systématique, c'est une attention légère, périphérique, en arrière-plan, si vous voulez, portée au risque que comporte la communication, mais qui est toujours présente, mais de façon qui ne prend pas beaucoup d'énergie, disons, en quelque sorte. Si nous pouvons généralement nous fier à l'information qui nous est communiquée, c'est parce que nous sommes généralement vigilants. Donc là, j'applique au cas de la communication ce que je disais de la confiance et de la vigilance en général. La vigilance épistémique n'est pas, cela dit, ce n'est pas un mécanisme, c'est pas on a quelque part dans le cerveau un mécanisme qui serait un mécanisme de vigilance épistémique. En fait, c'est une suite, un ensemble de mécanismes qui ont des portées différentes et qui contribuent à une bonne calibration de la confiance épistémique. Et certains de ces mécanismes, en effet, font partie de l'équipement qui permet à des êtres humains de se grandir et de développer. D'autres sont produits, ou en tout cas sont modifiés, sont enrichis, voire inhibés, dans des contextes culturels différents. Quoi qu'il en soit, quels que soient ces mécanismes, ils sont de deux types. Ils ont deux genres de cibles qui sont assez distinctes et qui appellent des formes d'inférence et de vigilance assez différentes. Donc, il y a d'une part la vigilance envers la source. Qui croire ? À qui se fier ? Donc on ne croit pas n'importe qui sur n'importe quoi. Et on est tout à fait bien, on fonctionne bien là-dessus. Je veux dire, il y a la personne qui vous indique, en qui vous auriez toute confiance, il s'agit de savoir où est l'amphithéâtre Albax, vous ne la croirez pas forcément sur la meilleure façon d'investir l'argent pour votre retraite, etc. La question ne se pose même pas. Donc ce n'est pas qu'on croit certaines personnes et qu'on n'en croit pas d'autres, c'est que c'est calibré assez précisément qui croire sur quoi. Et une autre forme de vigilance épistémique ou une autre cible qui est le contenu. Il y a des contenus qui sont plus ou moins crédibles. Si quelqu'un qui vous inspire absolument aucune confiance vous propose une preuve mathématique simple, vous évaluez la preuve par vos propres moyens, si elle est bonne, vous êtes convaincu, non pas par la personne qui vous l'a proposée, mais par la preuve elle-même. Là, c'est un cas extrême, puisque on a affaire à un discours démonstratif, mais ce que vous disent les personnes,
à un contenu qui, d'une part, peut être confronté à ce que vous savez ou pensez savoir déjà. Donc c'est plus facile à croire si ce n'est pas incompatible avec des choses que vous croyez déjà. Si c'est incompatible, alors là, il y a deux choses l'une. Ou bien c'est un cas intéressant où il serait une bonne idée de réviser vos propres croyances, ça les mettre à jour peut-être. Et l'alternative, c'est de se dire cette source, cette personne se trompe, elle croit savoir, mais elle ne sait pas. Mais en tout cas, quand il y a un manque de cohérence entre ce dont on vous informe et ce que vous pensez déjà, c'est en effet une situation où une certaine vigilance s'impose. Ne parlons même pas des cas où ce que vous dit la personne est pas cohérent de façon interne. C'est un discours qui est incohérent de façon interne, qui comporte des contradictions internes. À ce moment-là, c'est évidemment non crédible. Donc, commençons rapidement avec la vigilance envers la source. Je parlerai plus aujourd'hui de la vigilance envers le contenu. À qui faire confiance? Sur quoi? Dans quelles circonstances? Comme je le disais, c'est modulé de façon fine et très spontanément. Parmi les raisons qu'on a de faire confiance, il y a des raisons générales. Les interactions passées, par exemple, avec la personne qui vous parle. Si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, ça peut vous inciter à lui faire confiance particulièrement, ou au contraire, d'ailleurs, à vous en méfier. La réputation du locuteur, les domaines de compétences qui peuvent être marqués par la fonction qu'il exerce, comme être, par exemple, à l'entrée du collège, et de faire partie du personnel, ou être professeur au Collège de France, etc. Enfin, il y a toute une série de raisons qui indiquent, de signes qui indiquent la compétence d'un locuteur. Comme je le disais, je ne vais pas me développer sur ce point, qui est un point énormément étudié dans les sciences sociales aussi, même plus qu'en psychologie sociale aussi. À qui fait-on confiance et sur quoi? Mais le sujet n'est pas épuisé, et la dimension en effet anthropologique, les différences interculturelles, sont tout à fait intéressantes en la matière aussi. Puis il y a aussi, en effet, parmi les raisons de faire confiance, des raisons qui tiennent non pas à la personne mais en général, mais précisément à ceux dont il s'agit, ceux dont la personne vous parle. Donc, est-ce que c'est dans son domaine de compétence? Est-ce qu'elle vous parle de quelque chose où ses intérêts et les vôtres sont alignés ou bien sont opposés les uns aux autres? Donc, si c'est l'intérêt de la personne de vous convaincre d'acheter un produit qu'elle vend, par exemple, ça suscite automatiquement et à juste titre, une certaine vigilance. Si c'est quelqu'un qui est dans une entreprise qui est en équipe avec vous dans une compétition, par exemple, et qu'il s'agit d'informations qui portent sur la meilleure façon de gagner la compétition, à ce moment-là, il y a une confiance, en tout cas envers la source. Après, il faut voir si la confiance demeure envers le contenu. Mais je passe en effet à la vigilance envers le contenu qui va nous occuper plus. Donc, comme je disais, il y a la cohérence interne. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction ou d'incohérence à l'intérieur de ce qui est affirmé? S'il y en a, c'est un signe assez important pour ne pas croire ce qui vous est dit. Et la cohérence avec l'information déjà tenue pour vraie. On pourrait penser que si on doit, à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, prêter attention à la cohérence de ce qui vous est dit avec ce que vous savez déjà, on n'a plus à faire de la vigilance, comme je disais, en arrière-plan, à faible coût, etc. C'est un travail cognitif qui a l'air important. C'est une question ou une objection qui est a priori raisonnable, sauf que ce que l'étude de la compréhension linguistique montre, la pragmatique de façon plus générale, c'est que pour comprendre et tirer parti de l'information qui est communiquée, il faut de toute façon l'intégrer à l'information déjà acquise, dans le contexte de laquelle l'information nouvelle est pertinente. Et quand je parle de vigilance légère, je ne pense pas qu'on va plus loin que ça. Mais quand on vous donne une information, ou bien elle ne vous intéresse pas du tout, mais si elle vous intéresse, c'est parce qu'elle est liée, elle entre dans un contexte où vous avez déjà un certain nombre d'idées, de préférences, etc. Et c'est là que donc, automatiquement, en traitant l'information, la cohérence ou l'incohérence apparaît. Donc ce n'est pas une charge cognitive supplémentaire que de faire de prêter attention à cette cohérence, au moins de façon initiale. Si vous trouvez des incohérences, vous pouvez à ce moment-là, en effet,
soit ne pas croire, soit, si par ailleurs la source vous inspire confiance, chercher un peu plus loin. Donc, cela dit, la vigilance, dans la vigilance envers le contenu, elle repose, quand moi je suis le destinataire et que je suis vigilant vis-à-vis du contenu, ce que vous me dites, je me fais confiance à moi-même, je me fais confiance à ma capacité de repérer les incohérences. Et on verra que ce n'est pas toujours, vous pourrez dire, mais c'est évident qu'on est capable de faire. Non, précisément, il y a des discours, des propos, des arguments particuliers qui ne sont pas si transparents, dont la cohérence ou l'incohérence ne nous est pas si transparente. Et on verra les problèmes que ça pose. Quand la confiance envers la source n'est pas suffisante, on se trouve dans une situation qui est en fait assez ordinaire, une situation où le communicateur veut partager une information ou une idée ou une proposition avec le destinataire, mais le destinataire qui bénéficierait de cette information. C'est une bonne information, ça lui serait en effet utile. Mais la confiance qu'il a envers le communicateur n'est pas suffisante pour qu'il l'accepte sur parole. Donc, on est dans une situation qui est assez banale. On a quelque chose d'intéressant et d'important à dire à l'autre qui ne vous croit pas. Non pas parce qu'il croit que vous êtes malveillant, mais parce que, au fond, on peut avoir des opinions divergentes, où votre assurance n'est pas une garantie que cette assurance soit justifiée, ou bien c'est trop important et si vous croyez ça l'amènerait à changer les plans de vie par exemple, et il faut plus que les propos de quelqu'un en qui il a en général confiance pour que ce soit le cas. Il y a des cas célèbres aussi de type historique, par exemple l'espion, le double agent Zorg, qui était en effet un espion soviétique à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et qui était au Japon. Et donc lui est informé par des sources au Japon du fait que la Russie, on était encore à l'époque du pacte Staline-Hitler, que la Russie va être attaquée par l'Allemagne. Il envoie l'information en Russie. Elle atteint Staline. Et on va croire ce type sur une chose aussi importante, c'est alcoolique, c'est tout. Mais la réaction de Staline n'est pas absurde. Ça aurait été pour accepter l'information et changer complètement la politique et la stratégie de l'Union soviétique sur la base d'un propos qui se trouve avoir été vrai, mais qui va contre les autres informations dont disposait Staline à l'époque, la confiance qu'il a en la source n'est pas suffisante. Bonne information, mais qui ne serait acceptable que si le niveau de confiance en la source était bien plus élevé, qui ne pourrait jamais l'être. Il ne s'agit pas du fait que Zorg était alcoolique. Aucun espion n'aurait été cru simplement sur ce témoignage. Après, s'il aurait fallu, s'il y avait plein d'autres espions qui avaient confirmé le témoignage initial, ça aurait été plus crédible. Et dans ces cas-là, lorsque j'ai quelque chose à vous dire, moi j'ai envie de vous le dire, ça me paraît gentil, ou bien ça m'est aussi utile à moi de vous le dire. Et vous, si vous acceptiez l'information, ça vous serait utile, c'est une bonne information. Et que vous ne croyez pas, parce que justement, au fond, je n'ai pas d'autorité à vos yeux sur cette question-là, pas une autorité suffisante. J'ai encore un recours. Je ne sais pas, ah tant pis. J'ai encore un recours, c'est de vous donner des arguments pour vous montrer que ce que je dis est crédible, est vrai. Donc on n'a pas l'autorité nécessaire pour être cru sur parole, quand le contenu qu'on veut communiquer n'est pas d'emblée crédible non plus, quand on est dans ce genre de situation que je décrivais, une information relativement importante pour laquelle on n'a pas une autorité suffisante afin de la faire accepter, il y a le recours à l'argumentation. L'argumentation fait directement appel à la vigilance envers le contenu du destinataire. C'est comme un mouvement de judo. Au judo, on se sert du mouvement spontané de la personne avec qui on interagit, avec qui on se bat, afin que ce mouvement aille dans la direction qu'on voudrait. Par exemple, jeter la personne par terre. Dans le cas de l'argumentation, qui à la différence du judo, peut-être et souvent quelque chose de coopératif, on se veut du bien les uns aux autres,
dans ce cas-là, on exploite le fait que précisément le destinataire est vigilant en particulier vis-à-vis du contenu, et ce qu'on va faire, c'est lui montrer, essayer de lui montrer que ce serait plus cohérent pour lui de croire ce qu'on va lui dire que de ne pas le croire. Un argument, donc comment est-ce qu'un argument agit sur le destinataire? Eh bien, un argument en faveur d'une conclusion est une considération qui montre à un destinataire vigilant envers le contenu qu'il serait plus cohérent pour lui, étant donné ce qu'il croit déjà ou ce qu'il est disposé à croire sur votre autorité, d'accepter cette conclusion que de la rejeter. On se sert, au lieu d'essayer de s'opposer à la vigilance du destinataire, on se sert de la vigilance du destinataire en lui donnant, en l'alimentant d'un certain nombre d'informations ou de considérations qui vont faire que le désir de cohérence va amener le destinataire à accepter la conclusion qu'on veut lui transmettre. Je vais donner un exemple pas mal utilisé en psychologie du raisonnement depuis quelques années, que vous avez peut-être vu des versions, si vous avez lu Kahneman, par exemple, etc., qui s'en sert beaucoup. Mais c'est pas, dans les exemples, l'exemple classique, ce n'est pas un café et un chocolat, c'est bat and ball, c'est une batte de baseball et une balle. Bon, vraiment l'exemple avec un café et un chocolat. Un café et un chocolat coûtent ensemble 1,10 €. Donc Marie dit à Pierre, voici un petit problème. Un café et un chocolat coûtent ensemble 1,10 €. Le café coûte 1 € de plus que le chocolat. Combien coûte le chocolat? Si vous connaissez le problème, vous ne répondez pas. Sinon, vous avez probablement une réponse en tête. Ce n'est pas la peine d'y passer beaucoup plus de temps. Et Pierre dit, comme sans doute un certain nombre d'entre vous l'auront pensé, 10 centimes. C'est la réponse majoritaire, en tout cas, quand on présente ce genre de problème dans des expériences de raisonnement. Très majoritaire. Et Marie dit non, 5 centimes. Pierre est surpris. Et Marie argumente, lui donne un argument. Si le chocolat coûtait 10 centimes, le café coûterait 1 €. Et dans ce cas, le café coûterait non pas 1 € de plus, mais 90 centimes de plus que le chocolat. Donc on n'est pas dans les données du problème. Si le chocolat coûte 5 centimes, en revanche, le café coûte 1,05 €, soit 1 € de plus que le chocolat, et les deux ensemble coûtent 1,10 €. Et une fois que cet argument est présenté, là en effet ça s'impose, la recherche de cohérence de Pierre sera telle, son désir de cohérence, qu'il ne peut que se ranger à cet argument, il ne peut que l'accepter. Si son attitude n'était pas guidée sur l'examen de l'argument qui lui est donné et d'en rechercher la cohérence ou l'incohérence, il pourrait simplement être têtu. Il y a pas mal de discussions sur le rôle de l'argumentation qui ont tendance à le sous-estimer en disant « mais non, les gens ne croient que les arguments dont ils acceptent déjà la conclusion, etc. etc. » C'est un truc rhétorique. Des arguments pour aller dans le sens dans lequel on est déjà disposé à aller. Il me semble que ce genre d'exemple suggère que ce n'est pas vrai. Toute une série de données expérimentales suggèrent que ce n'est pas vrai quand on donne à des gens des bons arguments comme ça, et dans des tas d'autres genres, et aussi pas seulement dans des situations expérimentales, mais dans des situations sociales, les bons arguments l'emportent. Pas à tous les coups, mais de façon assez générale. L'argumentation, elle n'est pas seulement réservée à des expériences de psychologie ou à des discussions scientifiques ou politiques, etc. Elle fait partie complètement de la vie quotidienne et de l'usage ordinaire du langage. C'était un point d'ailleurs que notre ancien collègue Oswald Ducrot mettait très en avant, très au centre de sa contribution très importante à la pragmatique, mais qui est tout à fait exacte. Pour prendre simplement un exemple de la façon dont l'argumentation est à l'œuvre dans les interactions les plus banales, Diego dit « Je ne trouve plus Mental Files, j'avais pourtant rangé dans la bibliothèque il y a 2 jours. » Et Leila lui dit « Mais ta mémoire te joue des tours. » Et Diego « Non, je suis sûr de l'avoir rangé à sa place. » Et Leila dit « Mental Files, tu me l'as prêté la semaine dernière, je l'ai chez moi, et tu n'as pas pu le ranger il y a 2 jours. » Voilà, c'est tout. Terminé. Elle est crédible. Regardez ce qui se passe ici. Là, ce n'est pas un argument de type logique comme on avait avec le problème précédent. Il ne va pas mettre en doute sa parole, parce que là, elle est en effet, la confiance envers la source l'emporte. Quand elle dit « tu me l'as prêté il y a 2 jours et je l'ai chez moi »,
Diego ne peut que la croire. Mais à partir du moment où il la croit, ce serait incohérent de penser que le livre est chez lui et qu'il l'a rangé dans sa bibliothèque il y a 2 jours. Point à la ligne. Donc ce rôle de l'argumentation de façon très fluide dans la conversation, dans les échanges verbaux, pour prendre une décision, pour savoir où est un objet, est absolument constant et à chaque fois est employé lorsque l'information ou la proposition de l'un n'est pas acceptée simplement sur son autorité et qu'il y a ce recours de montrer que si l'autre est vigilant, pas seulement vis-à-vis de la source, mais vis-à-vis du contenu, voici des considérations supplémentaires ou des faits supplémentaires qui font qu'il est plus cohérent d'accepter cette conclusion. Donc l'argumentation peut être utilisée de façon coopérative, c'est-à-dire pour imaginer la situation d'un groupe de personnes ou de 2 personnes ayant un intérêt commun à trouver la réponse à un problème, à trouver la meilleure façon de faire quelque chose, le meilleur parcours pour aller d'un endroit à un autre, la meilleure solution politique pour résoudre le problème du réchauffement climatique, enfin, ce que vous voulez, et qu'ils aient cet intérêt commun et qu'ils partent avec des positions qui ne sont pas... ils n'ont pas tous la même opinion, ils ne sont pas déjà d'accord sur ce qu'il faut faire. Ils ont des opinions diverses, mais ils ont cette espèce d'ouverture d'esprit que je viens de décrire. Encore une fois, à cause d'un intérêt commun. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que ça aboutit, pas toujours, mais souvent, à une convergence des opinions ou des décisions communes. C'est même assez remarquable à quel point c'est le cas. C'est le cas d'abord dans la vie quotidienne. Je pense que ce n'est pas difficile à voir. On ne s'en rend presque pas compte parce que justement on accepte souvent, on change très souvent d'avis très rapidement, simplement parce que l'autre vous donne un argument auquel on ne résiste pas du tout, parce qu'il est bon et puis ça va, et parce que l'autre ne donne pas cet argument pour marquer un point, il le donne parce que vous avez un intérêt commun à choisir le meilleur restaurant, à savoir où est le mental files, etc. etc. Bon. Mais dans les tâches expérimentales, des problèmes comme le problème du café et du chocolat que je vous présentais, qui a été testé sur je ne sais pas combien de milliers de personnes, et toute une série de problèmes expérimentaux qu'aiment bien les psychologues du raisonnement expérimental, ont les propriétés suivantes. Ce sont des problèmes qui, logiquement, sont relativement simples. Quand vous les présentez à des gens, vous avez une forte proportion, en tous les cas plus de 50%, parfois 80-90%, qui échouent. La fameuse tâche de sélection des 4-4 de Wheson, que certains d'entre vous connaissent sans doute, est un exemple parfait de ça. Et donc, comment ça se fait? Est-ce qu'ils sont irrationnels? Donc, ce genre d'étude a été proposé pour démontrer que les gens sont irrationnels, etc. etc. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. La chose intéressante, c'est que quand vous prenez la même tâche, vous la donnez d'abord à, disons, 3 personnes individuellement. Probablement que les 3 se trompent, ou bien il y en a 2 qui se trompent et 1 qui a raison. Après, vous les mettez ensemble et vous dites, bon, maintenant, vous cherchez encore, tous les 3 ensemble, vous discutez. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ces cas-là, soit s'il y en a un qui a raison, il arrive à convaincre les autres, ils avaient tous des arguments, pour les bonnes réponses comme pour les mauvaises. Mais c'est le bon argument qui gagne. Et lorsqu'aucun n'avait d'argument, n'avait la bonne solution, ils ont chacun des arguments faibles pour des solutions qui ne sont pas la bonne, et ils se descendent leurs solutions réciproques. Ils sont critiques des arguments les uns des autres. Une espèce de division du travail cognitif dans ce genre de situation, chacun proposant des arguments qui l'ont convaincu, mais au fond, il va bien voir ce qui se passe en les proposant, et plus critique vis-à-vis des arguments des autres que vis-à-vis des siennes. Donc la proposition d'argument, c'est ce qu'on fait, chacun fait sans se contrôler trop, et la vérification de la qualité, c'est ce qui vient des autres, c'est ce qu'on fait quand on regarde les arguments des autres. Et ça marche. Et donc sur des tâches comme le café et le chocolat, on passe de 60% de mauvaises réponses à 20% de mauvaises réponses. Sur la tâche de sélection, de 80% de mauvaises réponses à 20% de mauvaises réponses. Et c'est vraiment assez impressionnant à quel point ça marche. Mais je n'ai pas le temps d'en parler plus. Il y a des expériences assez amusantes, mais ça prend toujours. Dans l'enseignement, parmi les différentes méthodes pédagogiques intéressantes, et parmi celles dont l'efficacité est la mieux démontrée, c'est quand vous demandez
aux élèves de discuter entre eux pour savoir, sur des problèmes de sciences simples, pour trouver la bonne réponse à une question, à un bon problème. Même si vous avez au départ un groupe où aucun l'aurait trouvé tout seul ou très peu l'aurait trouvé, quand ils s'y mettent ensemble et que c'est le résultat d'une discussion à laquelle tous participent, la probabilité qu'ils trouvent la bonne solution devient beaucoup plus grande et qu'ils aient en effet appris, qu'ils s'en souviennent, est aussi beaucoup plus grande. Dans les institutions démocratiques, je parlais tout à l'heure du changement climatique, on a eu un jury de citoyens là-dessus. Les jurys sont en général qui sont tirés au sort. Vous prenez des gens, a priori, on essaie d'avoir des jurys où ils n'ont pas un intérêt à se déclarer accusé coupable ou pas coupable, etc. Ils ont un intérêt commun, en principe, à trouver la vérité. Ils argumentent entre eux, souvent pendant longtemps. C'est très imparfait comme système, mais c'est à peu près ce qu'il y a de mieux quand même. La seule chose de pire que le jugement par jury, c'est le jugement sans jury, simplement par des juges, etc. Et plus généralement, dans le fonctionnement des institutions démocratiques, l'idée de démocratie délibérative, de forme de développement de décisions, de propositions qui jouent précisément sur des échanges d'arguments entre des gens dont le poste de député, les crédits ne dépend pas, leur intérêt c'est de trouver la meilleure solution. Il y a un ensemble de bonnes raisons pour dire que, sans que ce soit la panacée, ça marche assez bien. Et c'est ce qu'en particulier Hélène Landemort développe dans une bonne partie de son travail. Donc ces usages coopératifs de l'argumentation, ils ne reposent pas sur la confiance épistémique. Encore une fois, si on a besoin d'argumenter, c'est précisément parce qu'on n'accepte pas, ce qu'on dit n'est pas accepté par l'autre, ou on n'accepte pas ce que l'autre dit. Mais la confiance, une confiance réciproque est en jeu, c'est une confiance cognitive. C'est qu'en effet, nous sommes engagés dans cette entreprise commune d'essayer de trouver la meilleure réponse, la meilleure solution, en s'écoutant les uns les autres, en étant prêts à accepter les arguments, à évaluer sérieusement les arguments les uns des autres, à accepter que nos propres arguments soient critiqués par les autres. Donc c'est une situation de confiance sur de cognition sociale en quelque sorte, mais précisément qui est rendue nécessaire parce que personne ne peut parler avec l'autorité suffisante pour que tout le monde s'y rallie et qu'on converge sur une réponse générale. Je cite cet article de Katarina Dutin-Novresque sur le rôle de la confiance dans l'argumentation, où elle insiste de façon un peu différente que la façon dont je fais sur ce point. La distinction que je fais entre vigilance épistémique ou confiance, plus exactement, épistémique et confiance cognitive, c'est pour nuancer un petit peu son propos, mais c'est tout à fait intéressant. Évidemment, à côté de ces usages coopératifs de l'argumentation, il y a des usages polémiques. Dans les rapports personnels et dans les interactions publiques, l'argumentation est souvent utilisée de façon polémique, non pas tant pour convaincre l'interlocuteur que pour prendre l'avantage sur lui, et ce faisant établir un rapport de domination, ou influencer non pas l'interlocuteur, mais des tiers qui assistent à l'échange en convainquant les hésitants et en motivant ceux qui sont déjà convaincus. C'est évidemment le cas des soi-disant débats politiques à la télévision, etc. Les candidats qui sont des rivaux ne sont pas en train d'essayer de se convaincre l'un l'autre, pas un seul instant. Ils ne vont pas bouger de position. Ils sont évidemment, ils parlent pour la galerie, ils parlent pour les spectateurs, c'est eux qu'ils essaient d'influencer. C'est un usage polémique. Mais il y a plus particulier, à l'intérieur des usages polémiques, mais qui ne se présentent pas comme tels, d'usages qui ne sont pas véritablement coopératifs, disons plutôt que. Il y a l'utilisation de ce que j'appellerais l'argumentation opaque. L'argumentation remplit sa fonction première en permettant au destinataire d'accepter ou de rejeter une conclusion sur la base des raisons qu'ils sont à même de comprendre et d'évaluer.
l'argumentation fonctionne au mieux entre des pairs au sens cognitif ou épistémique, qui sont capables de comprendre les arguments des uns des autres. Or, évidemment, cette situation n'est pas toujours remplie. L'argumentation est souvent utilisée par des experts qui présentent à un public de profanes des arguments techniques plus ou moins opaques. Il y a de bonnes raisons pour que ça se passe comme ça. On a envie, en effet, d'avoir l'avis des experts et on n'est pas forcément à même de comprendre exactement les raisons qu'ils nous exposent et qui leur font aboutir à telle ou telle conclusion. L'argument opaque est un instrument de persuasion, de persuasion au sens restreint du terme, si en jouant sur les émotions, ou elle peut l'être en tout cas. Une attitude rationnelle serait de suspendre son jugement vis-à-vis d'arguments qu'on ne comprend pas suffisamment pour être capable de les évaluer. Ce serait assez sans dire, bon, ben non, je n'ai pas les compétences pour évaluer vos arguments, a priori, je vous fais confiance, ou je ne vous fais pas confiance, ou les gens à qui je fais confiance pensent différemment de vous. Enfin, on n'est pas, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête d'avoir une position sur le sujet dont il est question, mais l'argument que donne l'expert, dans la mesure où on ne le comprend pas, cet argument ne devrait pas nous pousser dans un sens ou dans un autre, surtout si c'est sur un sujet où on sait que les experts, il y en a qui ont des avis différents, etc. etc. Cependant, les arguments opaques peuvent, sinon convaincre par leur force argumentative, donc on est dans une situation où les destinataires ne comprennent pas l'argument, ne le comprennent pas assez pour l'apprécier, pour voir que ce serait incohérent pour eux de ne pas en accepter la conclusion, mais ils peuvent néanmoins persuader en séduisant ou en intimidant. Donc l'argumentation opaque est un instrument de séduction et d'intimidation. Les arguments opaques peuvent influencer le public donc, de deux façons. Le fait même qu'un l'expert fasse l'effort de fournir un argument semble indiquer qu'à ses yeux, le public sera capable de le comprendre et d'en apprécier la portée. Ça peut être vu comme une espèce de... Il prend la peine de vous expliquer, c'est un signe de respect. En même temps, il vous fait confiance pour comprendre. Et du coup, ou bien vous dites, ben non, je ne comprends pas, ou bien vous essayez en quelque sorte de faire comme si, enfin, vous vous rapprochez d'un comportement qui serait basé en effet sur une compréhension de l'argument. Et cette attitude, qui peut être vue comme respectueuse ou généreuse ou sympathique, peut inspirer confiance au public en le séduisant. Donc il y a certains types de discours experts dont on ne comprend pas bien la force argumentative, mais qui inspirent confiance en la personne. On se dit, ça c'est un vrai expert, c'est bien, il nous explique bien, même si moi je n'arrive pas à comprendre, etc. Et donc il peut arriver à convaincre en séduisant. L'opacité même d'un argument peut aussi être perçue comme une preuve de la compétence supérieure de l'expert. Oh là là, enfin, extraordinaire, et inspirer confiance au public en l'intimidant, parce qu'au fond, ce qui est suggéré, c'est que vous devriez comprendre mon argument, vous ne le comprenez pas. Et là, ou bien vous dites, ben oui, je ne comprends pas, donc je ne sais pas, ou alors, oui, voilà. D'autant que vous n'êtes pas en mesure d'y faire des objections. Donc, évidemment, ces deux, intimidation et séduction, peuvent aller de pair. Pour séduire ou intimider, ces arguments opaques, en tout cas, c'est qui est intéressant, doivent être perçus comme destinés non pas à séduire ou intimider. Je vais vous séduire, dans ce genre ça peut marcher dans d'autres genres de situations, mais là, non. Je vais vous intimider, c'est déjà pas forcément très... Mais bien, donc ça doit être présenté comme étant destiné à convaincre pour pouvoir efficacement intimider ou séduire. Donc, pour conclure, j'ai essayé de décrire rapidement, de façon bien sûr schématique, différentes façons, d'une part d'inspirer confiance dans la source, en soi-même, dans le locuteur, ou d'inspirer confiance dans le contenu de ce qu'on dit. Donc, comment faire pour inspirer confiance? Comment faire pour être cru? Eh bien, on peut le faire en faisant appel aux intuitions des destinataires, c'est-à-dire des choses qui sont assez spontanées, je ne dirais pas automatiques, mais spontanées en tout cas, qui ne demandent pas qu'on s'arrête pour réfléchir. Et on peut le faire en donnant des signes persuasifs de sa fiabilité, une façon de se comporter, etc., qui inspirait confiance, tout simplement. Sans donner des raisons pour lesquelles l'autre devrait avoir confiance en nous. Ou bien, en effet, dans certains cas, on peut faire appel aux raisons, on peut donner des preuves rationnellement évaluables de sa fiabilité.
le docteur peut vous dire « je suis docteur, je suis spécialiste en rhumatologie, j'ai vu 40 cas comme le vôtre dans l'année écoulée », ça inspire confiance, à juste titre. Et il est crédible sur ça, il va pas, on pense qu'il n'est pas un escroc. S'il dit ça, c'est en effet le cas, et si c'est le cas, à ce moment-là, ça inspire confiance. Donc, dans toute une série de circonstances, on peut donner des preuves rationnelles, rationnelles au sens qui peuvent être évaluées. L'autre peut regarder et dire oui, en effet, dans ce cas-là, je fais confiance. Là, s'agissant donc de la confiance dans la source, quand il s'agit du contenu, on est cru, comme je le disais, sans difficulté, quand on donne des informations qui peuvent être acceptées de confiance, vu qu'elles sont du domaine de compétence du locuteur, qu'il n'y a pas de divergence d'intérêt, bon, il n'y a pas de problème. Une grande partie de l'information qui est transmise l'aide de cette façon-là. Ou bien on peut faire appel aux raisons et appuyer des conclusions sur des arguments que les destinataires peuvent, en principe, rationnellement évaluer. Ces 4 méthodes peuvent chacune être utilisées de façon abusive. Par exemple, on peut falsifier les signes qui inspirent confiance. Les escrocs développent cette compétence de façon extraordinaire et en profitent. On peut simplement falsifier des informations alors quand on sait que le destinataire a confiance en vous, on peut en profiter pour trahir cette confiance en quelque sorte. Et concernant l'appel aux raisons, les arguments, on peut faire un usage abusif des arguments. Et j'en ai donné des exemples en les utilisant pour séduire, en les utilisant pour intimider, en les utilisant pour abaisser l'autre, dans notre cas. Donc il y a ces usages abusifs. Ce qui est plus difficile à faire, c'est de faire des faux arguments, de falsifier des arguments, de faire des arguments qui n'en soient pas du tout. C'est possible, évidemment, si on présente un argument complètement opaque à quelqu'un qui n'est même pas capable d'en voir l'opacité, de voir que c'est un argument bidon. Mais je ne dis pas que c'est impossible donc de falsifier les arguments, mais c'est plus dur. Et donc, toute chose égale par ailleurs, l'argumentation est une ressource pas absolue, dans des tas de circonstances pas nécessaires, dans certaines circonstances qui peuvent être mal usées, mais c'est une ressource pour assurer une transmission des idées, un flot d'informations, des idées, des propositions, etc., qui soit bénéfique aux uns et aux autres dans des situations coopératives. Je vous remercie.